Aujourd'hui, nouveau doc du sport sur le squad de la performance. Geoffrey est le doc de l'équipe de France de basketball et médecin du sport à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Geoffrey, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, comme tu as dit, je m'appelle Geoffrey Bongy, médecin du sport. Je suis spécialisé en médecine du sport. Je travaille dans le nord de la France où j'ai fait vraiment toute ma carrière, toute mon activité, un vrai ch'ti, hein, un ch'ti pur et dur. J'ai bossé dans le monde du rugby, avec l'équipe de France de hockey sur glace, avec l'équipe de France des moins de 20 pendant 7 ans. Ouais, et avec l'équipe de France A depuis 2021 en basket. Depuis début 2024 aussi, je suis médecin pour la NBA. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et sinon, j'ai un parcours entrepreneurial à côté de l'activité médicale où voilà, j'aime bien bosser dans la e-santé, donc avec deux startups. Et puis là, aujourd'hui, vraiment le cœur de mon activité où tout est réuni, c'est Doc for Sport qui prend un peu toute mon énergie et mon attention. Ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué et enfin, j'aimerais bien parler de tout ça avec toi parce que c'est pas commun de voir un médecin travailler, enfin, avoir une démarche entrepreneuriale. Je trouve ça génial. On en parlera bien évidemment après. Mais j'aimerais que tu nous dises, voilà, tu nous as parlé un peu de ton parcours et aujourd'hui, tu es dans le basket principalement. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du basketball? Alors déjà, la passion, je suis basketteur moi-même. Donc j'ai commencé, je pense que les premiers pas dans le basket, c'était avec la Dream Team en 92, avec Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Voilà, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. J'ai arrêté le foot pour faire du basket à ce moment-là. Euh, depuis, c'est jamais parti. Donc c'est mon sport. Donc comme je l'ai dit en introduction, j'ai fait pas mal d'autres choses à côté, avec du rugby semi-professionnel en Fédéral 1, l'équipe de France de hockey sur glace, du handball aussi, donc beaucoup de l'athlétisme aussi ouais, avec un petit peu avec les équipes de France. Euh, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, j'ai dû faire des choix. Et je suis resté sur le basket en fait. J'ai arrêté beaucoup d'activités en club à côté, et d'autres fédérations pour regarder que le basket. Ok, et tu nous as dit que depuis très récemment, tu travailles avec le monde de la NBA. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je suis médecin consultant pour la NBA, donc c'est quelque chose. Euh, Ça faisait pas forcément partie des plans à la base parce que je savais pas que ça existait, mais je suis maintenant médecin consultant pour la NBA, donc je suis premier médecin français à faire ça, le seul de l'équipe. Donc pour la NBA, la grande ligue qui gère en même temps le championnat NBA, le championnat des filles WNBA, toute la partie e-sport, la partie ligue de développement qu'on appelle la G-League en dessous de la NBA, mais aussi toute la partie Afrique avec la BAL, Basketball African League. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait aussi d'aller travailler en Afrique. Et en fait, c'est la NBA qui chapeaute un petit peu tous ces championnats-là au niveau de l'organisation médicale. Donc bien sûr, dans les clubs de la NBA, il y a des équipes médicales à l'intérieur, mais tous les événements, il y a beaucoup d'événements qui dépendent de la NBA. Par exemple, les finales NBA, le All-Stars Game, tout ce qui est les drafts, les matchs déportés comme le match NBA à Paris, le match à Abu Dhabi ou le match à Mexico. Tout ça, en fait, c'est la NBA qui chapeaute le médical et la sécurité. Donc moi, je fais partie d'un pool de 22 médecins, donc 19 Américains. Il y a un médecin des UK, une médecin rwandaise, et puis il y a moi. Donc maintenant, depuis quelques semaines. Donc ça m'a permis, surtout ce qui les intéressait, c'était mon profil autour du basket pour le match NBA à Paris, où c'était beaucoup plus facile de faire le lien avec les praticiens autour de Paris. Et la deuxième partie, et ce qui moi m'intéressait aussi, c'est la partie Afrique. Donc là, par exemple, je pars la semaine prochaine avec la Basketball African League, donc la partie en Afrique du Sud avec la partie NBA Afrique. Et je repartirai aussi dans quelques mois au Sénégal pour l'autre partie du tournoi qui se passe au Sénégal. Et après,
en théorie, il n'y a pas de limite. Donc demain, si je dois médicaliser le All-Stars Game, en théorie, je peux le faire puisque je fais partie de la même, le même pool de médecins. Maintenant, c'est une question aussi d'organisation pour moi. Déjà, sur les déplacements, ça fait parfois beaucoup en termes de déplacement. Et en termes d'organisation, c'est plus facile à gérer quand on est à peu près sur le même fuseau horaire, quand on est en Afrique, plutôt quand on est vraiment décalé sur voilà, de l'autre côté avec les États-Unis, même si c'est assez gérable. Mais par exemple, il y a aussi la Summer League à Las Vegas pendant l'été. Ça, c'est un sujet qui est aussi intéressant, mais c'est pendant l'équipe de France de basket. Donc forcément, priorité à l'équipe de France de basket. Donc j'ai la Ouais. chance de pouvoir un peu gérer mon emploi du temps comme je veux autour de ça. Mais voilà, c'est une nouvelle étiquette. Ça me permet, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir aussi les cultures médicales, comment ça se passe à l'étranger, de rencontrer les médecins de l'étranger en même temps dans le cadre de ces déplacements-là, les organisations médicales, parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup à apprendre de ce genre de déplacement. Donc, quand je pars aux États-Unis, quand je pars en Asie ou en Afrique, j'aime bien regarder comment les autres travaillent aussi. Ouais, trop bien. En fait, tu es un petit peu le Tony Parker du médical, si je comprends bien. Alors, Tony Parker, c'était pas vraiment le premier. Il y a eu des basketteurs NBA avant lui, et le premier, c'était Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Wahad. Ok. Mais c'est ça. Après, si je peux impacter la médecine du sport Au niveau, ouais. dans mon domaine comme Tony Parker l'a fait dans le basket, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais. Ouais, et puis comme tu es entrepreneur, peut-être qu'à terme, tu seras aussi un grand investisseur comme Tony Parker. Bref. En tout cas, Peut-être, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je peux plutôt à cravacher. Je suis pas encore assis sur un gros panier de dollars. Voilà, ma carrière est plutôt devant moi que derrière moi par rapport à Tony. Mais on verra. On sait jamais. Peut-être. Non, mais en tout cas, c'est cool, effectivement, cette ouverture que tu as avec le médical des autres cultures. Je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, toi, ton rôle à travers tout ça, ça va être de véritablement faire le lien aussi, j'imagine, avec le staff médical des équipes, des joueurs. Alors, tu pars avec la NBA ou avec Ouais, l'équipe de avec la NBA. France? Alors, dans un premier temps, avec la NBA. Ouais. Avec la NBA, là, par exemple, sur la partie NBA Afrique, normalement, c'est un championnat qui a 3 ans maintenant. Normalement, tu as un médecin et un kiné pour chaque équipe. C'est les demandes de la NBA. C'est pas tout à fait le cas des fois. Donc, tu peux être amené à gérer les joueurs, les blessures médicales des joueurs qui sont là-bas, mais aussi à faire le lien entre le terrain sur l'événement et tout ce qui se passe en dehors du terrain. Donc, ça peut être voilà, trouver une IRM, trouver une échographie, s'assurer que les choses soient faites dans les meilleures conditions, que tu puisses faire le rapport ensuite avec le joueur et puis créer ce lien avec effectivement les différentes équipes de l'autre côté. Donc ça fait partie des missions et autour de ça, il y a tous les bobos qui peuvent arriver sur le staff, sur l'organisation, parce que c'est des grosses organisations. Donc il peut y avoir des blessures, parfois c'est juste des petits problèmes de médecine générale aussi. Mhm. Mais quand tu es en déplacement, voilà, par exemple le match NBA à Paris, il y avait 200 personnes de la NBA qui étaient là. Donc forcément, tu t'exposes aussi à avoir des soucis médicaux de ce côté-là à gérer. Ok. Et tu parlais justement de l'apprentissage que tu as pu avoir avec les différentes cultures de la médecine sportive. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences et nous citer un peu les pays avec lesquels tu as pu travailler? Ouais, alors j'aime bien parler moi de culture médicale. Souvent on parle de la science comme si c'était quelque chose d'homogène et quelque chose d'universel.
Sauf que les approches sont complètement différentes. Sans aller trop loin, il suffit de passer des frontières de la France, par exemple l'Espagne ou l'Italie ont des visions complètement différentes de nous, ou les UK de l'autre côté, ils ont des visions complètement différentes de nous par rapport à la prise en charge médicale. Alors, je dis pas complètement différentes, mais par exemple, le lien aux infiltrations, le lien aux gestes invasifs est différent. La culture les PRP, par exemple, les PRP étaient utilisés en Espagne 15 ans avant nous. Donc tout ce qui est médecine régénérative aussi, sur lesquels l'Allemagne ou les UK ont de l'avance par rapport à nous. En général, on est un petit peu plus réservé, un petit peu plus frileux sur ce genre de prise en charge. Et forcément, c'est en lien aussi avec les systèmes de santé. Je pense que les systèmes de santé amènent pas mal de choses en termes de culture. En France, on a la chance d'avoir un pays dans lequel la plupart des soins sont remboursés. Mais en même temps, ça crée des limites par rapport à des choses qui sont un petit peu plus, on va dire, poussées, qui vont vers la performance ou qui sont un peu déconventionnées. On n'a pas la culture de la prise en charge en prévention parce qu'on a l'habitude que le soin soit gratuit. Et quand vous tournez vers une culture que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, sur des systèmes de soins qui sont, enfin, en tout cas, des organisations et des cultures qui sont proches, avec des valeurs qui sont proches. Finalement, aux États-Unis, quand vous allez faire une séance de kiné, vous payez entre 250 et 500 dollars la séance de kiné, par exemple. Chose où en France, on ne sait même pas combien ça coûte une séance de kiné quand on est patient. Et par exemple, la prise en charge d'un ligament croisé pour entrer dans des grands cadres, en France, souvent, c'est un nombre de séances quasi illimité. On va dire qu'il y a un accompagnement 2, 3, 4 fois par semaine pendant 6 mois, 9 mois. Aux États-Unis, en moyenne, c'est 8 séances. Donc, déjà, rien que le fait de comprendre ça, ça sous-entend, c'est pas 8 séances et on ne fait que 8 séances. Ça veut dire que c'est 8 séances pendant lesquelles on va t'orienter, te guider et tu vas travailler tout seul. Et comme tu payes ta séance entre 250 et 500 dollars, c'est un Investi. investissement, donc tu es obligé finalement d'investir dans ta santé et d'investir dans ton soin. Donc, déjà, comprendre ça, c'est quelque chose qui aide à comprendre la manière de se positionner et de voir comment on pourrait, nous, améliorer certaines choses dans cette vision de la prévention. Et quand on part de l'autre côté, en Asie, là, c'est complètement différent, où ils ont des cultures ou une vision qui est plutôt globale de la santé. Euh, Si on parle d'un ligament croisé, on va pas gérer que le ligament croisé, on va gérer en même temps des choses autour de son alimentation, de sa partie psychique, enfin psychologique, psychique, et on va parler de rééquilibration d'énergie beaucoup. Et le médecin, en général, donc dans la médecine chinoise, par exemple, tu payes ton médecin pour être en bonne santé, mais si jamais tu es malade, tu ne le payes pas en fait, les périodes où tu es malade. Donc c'est une culture, une vision totalement différente. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent autour de la santé, des civilisations. Dans les cultures occidentales, on se base beaucoup sur la science comme comme un phare, comme un bâton de berger. Donc, je pense que c'est important pour les bases, important pour pas parler le même discours et pour avoir des choses très calées qu'on puisse comprendre. Mais plus j'avance, plus je me forme, plus je me dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne définit pas encore aujourd'hui par des études scientifiques à proprement parler. Et comme on ne prouve que ce qu'on cherche, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à chercher, beaucoup de choses à évaluer et à objectiver. Et c'est important de comprendre pour moi dans la culture africaine, dans la culture asiatique, ou même si on va chez les Américains, dans la culture amérindienne ou Amérique du Sud, il y a la manière de soigner les gens est complètement différente de ce qu'on peut faire dans le milieu occidental. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et à savoir comment on peut optimiser la santé de manière globale. Ok, ta réponse est très riche et je trouve ça intéressant en tant que médecin médecin français, la plupart du temps, vous êtes
et même dans le paramédical, les kinés, etc., on est très porté sur le BP, sur la science. Et je pense que bien évidemment, c'est un fil rouge pour toi, mais tu viens t'ouvrir à autre chose et tu remets en question pas mal de choses par rapport à ce que tu peux voir et échanger avec des personnes de différentes cultures. Et j'en viens à me poser si finalement, pour un praticien médical ou même dans le sport, si on veut finir le jeu, c'est d'être capable de s'ouvrir à toutes ces cultures, si tant est que le jeu puisse être fini un jour. Alors, ouais, je pense que finir le jeu, je sais pas si on sera de cette génération-là, voilà, et je pense que l'humain est tellement complexe de manière globale que je sais même pas si, enfin, je peux pas donner d'estimation, mais je pense qu'on est Mm. loin de tout comprendre, et loin de tout savoir. Je pense qu'il faut rester dans l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas tout. Et souvent, je pense que c'est un petit peu le travers de l'evidence-based medicine, euh, parce que on a l'impression que c'est un carré qui est fini. Exactement comme si je reprends ton image de dire de finir le jeu, on a l'impression que c'est quelque chose qui est défini et que tout existe à Mm. l'intérieur de ce carré ou de cette bulle. Je pense pour moi que c'est la base de réflexion, la base de compréhension sur des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Mais même ces connaissances-là, on sait qu'elles vont bouger à un moment donné voilà. Alors, il y a des phénomènes de mode, surtout en médecine du sport, euh, que ce soit les étirements. Il y a des débats infinis sur la place et le rôle des étirements. Pareil sur la cryothérapie, le rôle de la cryothérapie est intéressant, pas intéressant. Des études qui vont se contredire. Tout ça, en fait, c'est intéressant pour avoir une base de réflexion. Et après, de mon côté, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, le fait de le mettre en pratique au quotidien en consultation, tu essayes avec ce que tu as appris dans le cadre de l'evidence-based medicine, et tu te dis, OK, ça marche, nickel, tout va bien. Mais si ça marche pas, pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense qu'on a tous, enfin tous les praticiens ont en tête des cas où ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Donc soit juste tu dis bah tu laisses tomber, soit tu dis que c'est de la faute du patient, soit le patient dit que c'est de la faute du praticien, soit finalement c'est un petit peu de tout ça et accepter d'avoir l'humilité de chercher ailleurs et de se poser des questions. Je pense que c'est ça le plus difficile finalement dans notre métier. Et le fait de regarder ce qui se fait ailleurs, pour moi, en tout cas, c'est une aide à ouvrir et à essayer de mettre en place un schéma de pensée qui est parfois un petit peu différent et qui peut être à la limite des sentiers battus. Mm. Oui, parce que bien évidemment, là, on parle des praticiens d'autres cultures que tu peux rencontrer, mais bien évidemment, il y a aussi beaucoup plus de joueurs d'autres cultures que tu rencontres, et tu es obligé, j'imagine, de jongler avec ça dans ta prise en charge. Alors complètement. Et même, j'ai envie de dire que c'est bien que tu parles de culture et pas forcément de nationalité, parce que même dans la culture française, on a des personnes qui viennent, par exemple, des dom-toms ou des personnes issues de l'immigration qui arrivent avec des cultures différentes, donc des croyances différentes, que ce soit autour de la religion, mais surtout des croyances animistes, par exemple le lien aux plantes et à la nature que peuvent avoir des Antillais est complètement différent de métropolitains. Et pourtant, c'est des gens que tu vas retrouver voilà, dans le même système de soins français et auquel imposer un schéma ou une manière de penser, ben, parfois ça vient heurter leur sensibilité. Et je pense qu'il faut rester centré sur le patient et c'est aux soins de s'adapter au patient et c'est pas au patient de s'adapter à un système de soins. Mm. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et le fait d'avoir une palette plus large, ça permet au moins de parler le plus possible un discours qui soit similaire et compréhensible par le patient. Parce qu'au début de ma carrière, et je pense que quand on termine les études,
voilà, on est ultra carré sur la partie evidence-based. On a l'impression que euh, la vérité est là et on est content en tant que praticien de donner la bonne conduite, la bonne prise en charge, celle qu'on a apprise. On dit, OK, je l'ai fait comme dans les dossiers que j'ai remplis pendant mes examens. J'ai rien oublié. Tac, 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 j'ai tout donné. Sauf que, tout simplement, des fois, le patient ne le fait pas derrière. Et on se dit, ouais, OK, c'est de sa faute, il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, c'est soit que le message est mal passé, soit finalement, au fond de lui, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Et donc, comment tu peux faire pour arriver au même résultat ou un résultat similaire en changeant finalement les données de l'équation par rapport à ce que tu as appris au début? Et ça, c'est le truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais, 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 bien sûr, j'imagine. On a dit aussi que, bien évidemment, tu travailles pour l'équipe de France de basketball. Quel est ton rôle dans l'accompagnement de ces basketteurs, vu que tu les vois de manière ponctuelle, et quelle est la relation que tu arrives à avoir avec les staffs des clubs? Alors, ce qu'on a mis en place depuis 2021, c'est aussi un suivi longitudinal. Donc, il y a un groupe quand même d'une quarantaine de joueurs qui sont ciblés en équipe de France A pour intervenir donc dans les fenêtres internationales, comme là actuellement ou pendant l'été. La grosse différence, c'est que pendant l'été, on a les joueurs NBA qu'on n'a pas pendant les fenêtres internationales. Donc depuis cette année, depuis février 2024, on a aussi les joueurs d'Euroleague, qui est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions pour le basket, qu'on n'avait pas sur les saisons précédentes. Donc on a une équipe qui est quand même un peu plus proche de celle qu'on va avoir sur l'été. Mais sinon, on avait habituellement des joueurs plutôt qui jouent en Europe et pas en Euroleague. Donc l'équipe changeait beaucoup entre les fenêtres et l'été. Donc, on a un groupe cible d'une quarantaine de joueurs et pour lesquels, en fait, je fais un petit peu le suivi, savoir s'il y a des bobos, des blessures. Je me mets en contact avec les staffs. Donc, dès qu'on a les informations de blessures, moi, j'intègre tout ça dans mon outil de suivi. Et ensuite, quand se rapprochent les échéances des fenêtres, bah là, on a des échanges beaucoup plus rapprochés. OK, est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Il en est où? Bah là, il a actuellement mal au tendon. OK, qu'est-ce que vous mettez en place actuellement au niveau du club? Ça va? Comment vous gérez? Qu'est-ce que vous en pensez? En parallèle, on a notre préparateur physique qui fait la même chose avec le préparateur physique des clubs, donc ce qui nous permet de mieux comprendre le travail sur lequel il se base actuellement. Et ça nous permet de commencer à J0 en essayant d'avoir un maximum d'informations. Donc de ne pas débarquer, de ne pas découvrir les blessures ou les bobos à J0. Donc, à partir de là, quand on est ensemble sur une semaine ou sur 6 semaines pendant l'été, derrière, on a une organisation où on a des soins quotidiens pour les joueurs ou bi-quotidiens selon les jours. Euh, on fait le point avec l'équipe médicale tous les jours, en fin de journée en général, après les soins. Donc, ça me permet de voir tous les petits bobos, de faire le point, de diagnostiquer tous les petits bobos, de savoir s'il y a des événements sur lesquels on doit se questionner ou alors si tout roule. Le lendemain matin, on débriefe avec le coach et enfin avec le staff technique pour savoir s'il faut adapter l'entraînement de certains joueurs, s'il y a des choses particulières à faire. Et voilà, donc on est vraiment dans de la prise en charge jour après jour au quotidien. Et de la même manière, s'il y a des blessures qui arrivent, bah, là, on gère les blessures, le lien avec les centres d'examen, si tu as besoin d'une imagerie, d'une IRM, d'une écho, etc. Et ensuite, on fait le lien avec le médecin de club où on organise les premiers niveaux de prise en charge aussi à l'extérieur, mais en passant le relais au médecin du club. Donc, l'idée, c'est de faire les choses de passer le relais dans les meilleures conditions possibles. Donc, pareil, je fais un courrier, par exemple, où on décrit tout ce qui a été fait, tous les soins qui ont été faits par les joueurs pendant cette période-là.
Donc ça, c'est la période courte des fenêtres qui est sur une semaine, 10 jours. Et après, pendant l'été, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, puisqu'on est ensemble pendant 6 semaines, ça Mhm. nous permet de réfléchir à d'autres types de protocoles, travailler par exemple sur des axes. L'année dernière, on est parti en Asie, mais je pense il y a des choses qu'on aurait pu optimiser sur le travail avec le sommeil, par exemple, le travail des choses sur l'alimentation ou ce genre d'axe-là qu'on essaie d'optimiser un peu saison après saison avec l'expérience. Donc il y a toujours la contrainte des moyens, la contrainte du temps et la contrainte après derrière de la mise en place de tout ça. Mais voilà, on est dans une dynamique où l'objectif, c'est l'amélioration continue. Donc on essaie de, voilà, de prendre en compte ce qui aurait pu mieux se passer d'une saison à l'autre et en essayant d'optimiser les choses. Ouais, donc en fait, tu as un petit peu un rôle de chef d'orchestre où tu viens travailler avec ton staff, prépa physique, kiné, etc. Et puis bien évidemment le technique. Et à côté, ben, faire le lien avec déjà le joueur, bien évidemment, et puis les staffs d'autre côté, le staff des clubs, et de mettre en place des choses, même si les fenêtres de tir sont pas forcément importantes, sauf pendant l'été, bien évidemment, mais ça reste quand même beaucoup moins long qu'un suivi sur une saison, mais tu arrives quand même à mettre des choses en place d'un point de vue nutrition, sommeil, etc. Ouais. Alors, en fait, on s'adapte à ce qui est déjà fait. Encore une fois, que ce soit la culture ou les valeurs de chaque joueur. On essaie de prendre ça en compte pour optimiser leur prise en charge. Donc, des joueurs qui mangent sans gluten, d'autres qui mangent pas de viande, d'autres qui ont des régimes alimentaires aussi pareils, ultra spécifiques. Donc, on essaie de leur apporter et de faire en sorte que tout soit à disposition pendant cette période-là. Et pour l'instant, on est plutôt dans l'accompagnement et pas trop dans le fait de pousser des nouvelles consignes. On s'adresse à des joueurs pros et de haut niveau. Hein. Pour la plupart, en tout cas, la moitié de l'équipe joue en NBA, où ils ont des accompagnements aussi sur ces sujets-là. On ne change pas forcément les habitudes pendant cette période-là. On est plutôt dans un accompagnement de faire en sorte qu'ils puissent adapter leurs habitudes dans les meilleures conditions. Ok, super. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le sommeil et la récupération, on a fait un bon épisode avec le docteur Pierre Broussin sur l'épisode numéro 52, pour ceux qui sont intéressés. Et puis d'un point de vue nutrition, j'ai plusieurs épisodes pour ceux qui veulent chercher tout ça. J'aimerais qu'on parle de ta partie entrepreneuriale. Tu as parlé donc de Doc for Sport, dont tu es l'un des fondateurs. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce qu'est ce centre de médecine? Alors, Doc for Sport, c'est au-dessus d'un centre de médecine. Il y a le centre de médecine, mais la mission de Doc for Sport, c'est de développer et démocratiser la médecine du sport. Donc, c'est pour ça que je me réveille tous les matins, c'est pour ça que je me bats tous les matins, dans toutes les dimensions, que ce soit avec l'équipe de France, la NBA, etc. Ça fait partie des choses qui me poussent au quotidien. Donc, autour de ce développement et démocratisation de la médecine du sport, il y a quatre grandes dimensions. Il y a une dimension autour des centres de médecine du sport avec le centre de Villeneuve-d'Ascq. L'objectif, c'est d'apporter en local des praticiens et des connaissances voilà, poussées autour de la médecine du sport et surtout d'avoir un référent. Il y a beaucoup de patients qui ont du mal à identifier finalement les lieux dans lesquels on va pouvoir être accompagné en médecine du sport et surtout pour les amateurs. Donc, je pense que c'est important d'avoir une image et d'avoir des centres qui soient capables de donner d'apporter cet accompagnement au plus grand nombre. La deuxième dimension pour moi, c'est la partie formation autour des professionnels de santé et du sport, mais plutôt justement dans cette réflexion interculturelle, dans cette vision. La partie entrepreneuriale m'a apporté énormément dans ma manière de bosser au quotidien en cabinet. Et c'est plutôt amener des points de l'entrepreneuriat à des professionnels de santé.
Donc ça, c'est un grand pan de la formation qui va se développer progressivement aussi avec Doc for Sport. Il y a une troisième dimension qui est autour de l'accompagnement qu'on a appelé Excelsior, des sportifs de haut niveau, mais aussi des entrepreneurs, chefs d'entreprise ou des gens qui ont besoin d'amener de la performance dans leur santé. Donc là, on travaille sur des profilages beaucoup plus poussés, donc des profilages qu'aujourd'hui qui sont pas faits en NBA, qui sont pas faits dans le foot dans le foot européen. Donc, pour aller chercher dans les quatre grands axes de la santé, des pousser et essayer d'optimiser tout ça et de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de santé. Donc, tu parlais de chef d'orchestre tout à l'heure. C'est exactement le rôle qu'on définit par l'intermédiaire d'Excelsior. C'est-à-dire que sur les quatre grands piliers de la santé, que ce soit l'activité physique, la partie psycho-émotionnelle, alimentation, micronutrition, et puis le dernier sur le sommeil récupération, de dire ben, comment on fait un profil le plus poussé possible, comment on croise, parce que pour moi, ce ne sont pas des axes différents, mais c'est l'ensemble d'un tout. Comment ensuite on priorise et on met en place une stratégie pour développer et optimiser ta santé. Qu'est-ce qui va avoir le moins d'efforts et le plus d'impact pour toi dans ta santé et comment on va mettre en place les choses parce que tu ne pourras pas être à 100% partout et surtout pas en même temps. Ça demande une charge mentale trop importante. Donc ça, aujourd'hui, c'est l'un des autres sujets sur lesquels on travaille sur Doc for Sport. Et le quatrième sujet de Doc for Sport, c'est l'aspect digitalisation de la médecine du sport. Pareil, on y travaille progressivement, mais c'est comment rendre accessible de la connaissance en médecine du sport au plus grand nombre. Donc ça faisait l'objet des deux startups dans lesquelles j'avais travaillé avant autour de l'e-santé. Et là, c'est comment accompagner ben, monsieur, madame, tout le monde en ayant des informations de qualité, comment trouver des praticiens de qualité autour de la médecine du sport et comment avoir un accompagnement aussi le plus optimisé possible. Par exemple, tu prépares un Ironman, un, un, euh, un marathon où tu as des échéances spécifiques. Comment on peut créer autour de toi de manière optimisée un accompagnement santé pour que tu fasses ça dans les meilleures conditions de santé possibles. Et forcément, si tu es dans les meilleures conditions de santé, tu seras dans les meilleures conditions de performance aussi, puisque pour moi, la santé, c'est la base et c'est le socle de la performance. Je trouve ça top ta réponse parce que effectivement moi c'est aussi une des missions que j'ai à travers ce podcast. Donc c'est aussi pour cette raison que je voulais t'avoir quand j'ai consulté un petit peu tous tes projets et notamment ce gros projet dont tu viens de parler, Doc for Sport. Bah, je me suis véritablement reconnu là-dedans et je me suis dit bah, en fait c'est top parce que effectivement tu es dans le haut niveau et tu veux rendre accessible des choses que le sport de haut niveau t'a apporté, t'apporte aussi aujourd'hui et te permettra en fait d'aider le plus grand nombre. Parce qu'effectivement, quand on regarde les sportifs amateurs, bah, il y a des sportifs amateurs donc à différents niveaux, mais il y a quand même des gens, tu parlais d'Ironman, tu parlais de marathoniens, c'est des gens qui font énormément de sport dans leur semaine. Et ben, évidemment, comme tu disais, la santé qui est le socle de tout doit être un pilier qui soit fort pour permettre à ces gens-là de continuer à faire leur sport et d'atteindre leurs objectifs. Ouais, tu as complètement raison. Et il y a une grande subtilité et un gros point aussi à ajouter là-dedans. C'est que pour moi, la médecine du sport, c'est l'accompagnement santé des sportifs, mais aussi l'accompagnement des personnes qui ont des problèmes de santé par les activités physiques et sportives. Donc, avec tout ce qui est autour de l'activité physique adaptée, pour moi, ça a été aussi une révélation pendant ma formation quand j'étais assistant au CHR de Lille, de voir l'impact qu'on pouvait avoir en amenant de l'activité physique dans le quotidien de personnes qui avaient des cancers, etc. Donc, c'est une des particularités de notre centre Doc for Sport à Lille, enfin à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, où on a mis en place de l'activité physique adaptée. Et c'est aussi une branche que j'aimerais bien développer et démocratiser. Parce que, comme tu le dis, enfin, je pense à ça parce que quand tu parles des amateurs, je pense qu'en médecine du sport, on a beaucoup plus d'impact chez des amateurs
Mm. que chez des sportifs professionnels. On va modifier les 3-4% parce on est dans du haut niveau, on s'adresse à des Ferrari. Donc, on n'a pas beaucoup d'impact, on est dans l'optimisation. Lorsqu'on parle d'un sportif amateur, ne serait-ce qu'une blessure musculaire chez un sportif amateur au niveau des ischio-jambiers, euh, si il n'est pas pris en charge du tout, si on lui dit simplement de s'arrêter et d'attendre 3 mois et de revenir au sport pendant 3 mois, il va se retrouver avec des blessures musculaires à répétition, des problèmes qu'il ne va pas comprendre, arrêter des activités physiques. Et voilà, donc on a du retard diagnostique dans la population générale. On a des gros problèmes de prise en charge sur des blessures qui sont finalement basiques, où là, pour le coup, on connaît des réponses simples et efficaces. Et en fait, apporter ce genre de prise en charge à des amateurs, ça a beaucoup plus d'impact qu'un sportif de haut niveau. Demain, un sportif de haut niveau se blesse, il a l'IRM dans les 24 heures, et il a le bilan, les kinés, tout est pris en charge et optimisé. Donc, mais c'est déjà, ça, c'est du quotidien, alors que pour un sportif amateur, bah, c'est plus compliqué d'avoir ce niveau de prise en charge, alors qu'on sait que ça marche bien, quoi. Ouais. Ok. Effectivement, dans tout ce que tu viens de nous dire, on voit quand même que tu as un cran d'avance par rapport à beaucoup de tes confrères ou de la médecine sportive, on va dire, de manière globale. Mais quelle est ta vision dans les 10, 15, 20 prochaines années de ce que peut être la médecine sportive, ou en tout cas de toi, où est-ce que tu as envie d'amener ce projet Doc for Sport? Alors, déjà, aujourd'hui, en France, on n'est pas reconnu comme une spécialité, la médecine du sport. Donc, Mm. on en parle pour 2024 avec les Jeux, mais aujourd'hui, c'est pas fait. Donc, j'aimerais bien que la médecine du sport soit vraiment identifiée comme une spécialité, ce qui permettra plus facilement à des sportifs amateurs, justement, de trouver des réponses adaptées à leurs problématiques. Et pour moi, dans 10-15 ans, la clé pour vraiment être bien formé et développé en médecine du sport et installé comme une spécialité, c'est d'avoir justement ces deux parties. La partie accompagnement santé des sportifs et l'accompagnement et être spécialiste aussi dans les activités physiques adaptées pour accompagner les personnes qui ont des maladies chroniques. Pour moi, les deux vont de pair. Euh, on a la vision de la médecine du sport qui est quelque chose d'assez élitiste. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui ont finalement, quand on accompagne quelqu'un qui s'est fait une entorse de cheville ou de genou et un sportif, c'est quelqu'un qui va pas avoir d'impact sur la société et sur la sécurité sociale parce que c'est quelqu'un qui va continuer à bosser. C'est quelqu'un qui va pas coûter cher en termes de soins. Donc, mais par contre, on a des conséquences qui peuvent être importantes ensuite derrière quand il y a des opérations et encore par rapport à d'autres pathologies. Et surtout, on arrive à de la sédentarité. Donc aujourd'hui, on est dans une marge où on est considéré comme un peu une médecine de bien-être ou un peu de luxe. Euh, Sauf que pour moi, on en a parlé juste avant pour l'accompagnement des amateurs, où il peut y avoir pas mal de conséquences. Mais la sédentarité, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'est un grand problème et que c'est source d'énormément de frais pour la communauté, en fait, hein, au niveau de la sécurité sociale. L'impact financier et sanitaire de la sédentarité est énorme. Sauf qu'on a du mal à le chiffrer et on a du mal à chiffrer la mise en place de solutions. Et dans tout ça, on sait dans le cadre EBP que l'activité physique, c'est une des meilleures solutions. Donc, accompagner les gens à faire de l'activité physique en étant spécialiste de cette activité physique, je pense que c'est le rôle que doivent prendre les médecins du sport aujourd'hui. Parce qu'on voit que on a depuis la loi santé 2016, on peut prescrire de l'activité physique, mais c'est très compliqué parce que, un, il faut les connaissances, deux, faut bien comprendre le pourquoi et surtout le comment on met en place cette activité physique chez des patients, chez des gens qui ont toujours été sédentaires. Et c'est pas avec une consultation où on dit bah, il faut que tu fasses de la marche, ou il faut que tu fasses du yoga ou du pilates, ou il faut que tu t'inscris dans un club.
Et ces injonctions de il faut que, à quelqu'un qui a été sédentaire, en fait, derrière, c'est oui, mais il y a énormément de questions qui se soulèvent. Comment je fais pour m'inscrire dans un club? Quel club? Est-ce que le club est adapté pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop cher finalement? Et finalement, on bouge pas, on se met pas en mouvement. Et je pense que notre rôle, c'est d'accompagner aussi cette partie de la population. Et finalement, c'est là où je pense qu'on a notre rôle à jouer dans la santé publique en tant que médecin du sport. Et pour moi, les deux, dans les 10-15 ans, ça doit se structurer et ça doit faire partie de l'environnement et des bagages d'un médecin du sport aujourd'hui. Toi qui es en lien avec beaucoup de cultures médicales sportives, est-ce que tu penses pas que le futur, si possible dans notre pays, c'est de mettre davantage de préventif plutôt que du curatif? Clairement. Euh, Sauf que si tu me donnes l'échelle de 10-15 ans, je suis un peu pessimiste quant à la manière de bouger le gros paquebot du système de santé et la vision et la culture des gens. C'est des choses qui existent déjà dans d'autres cultures, hein, Mhm. si on prend les Asiatiques, par Ce dont exemple, tu parlais, ouais. ou, ou des activités où voilà, ils sont acculturés à faire du tai chi ou des arts martiaux qui sont vraiment juste. Finalement, quand on transpose ça dans notre culture ou dans notre vision, c'est de la prévention. Dans la prévention du mouvement, des activités lentes avec du mouvement. Le yoga chez les Indiens, qui est démocratisé, mais dans la culture de base du yoga et de la médecine ayurvédique, c'est en fait créer du mouvement autour de ton activité. Tu es dans la prévention par le mouvement, par ton alimentation. Donc ça fait partie déjà de la médecine ayurvédique et c'est les bases de la médecine ayurvédique. Donc, et en fait, aujourd'hui, dans notre système et dans notre culture, j'ai du mal à me dire que c'est quelque chose qui arrivera en 10-15 ans. Mais par contre, de laisser la place à d'autres manières de se soigner et d'ouvrir les portes et de se dire, OK, bon, peut-être que je vais commencer moi à investir dans ma santé. Donc, je vais prendre de mes propres deniers pour investir et travailler sur ma santé. Je pense que c'est des choses qui vont arriver. Et ça fait partie des choses avec lesquelles on travaille pour Excelsior. Donc, on s'adresse aujourd'hui à des gens qui vont être plutôt avec des critères de performance de leur santé, des sportifs de haut niveau, mais aussi voilà, des entrepreneurs ou des personnalités qui vont être ce que j'appelle des performeurs, des chanteurs, des acteurs qui vont avoir besoin en fait d'optimiser leur santé pour être dans des meilleures conditions et pour avoir une longévité dans leur activité. Mais je pense que petit à petit, de cette image-là va découler des choses qui vont arriver dans le grand public. Et on le voit avec tout ce qui est les mouvements autour du bien-être, que ce soit la méditation, le yoga. Aujourd'hui, c'est des choses qui se démocratisent de plus en plus, mais qui sont issues un petit peu de cette réflexion-là. Et faire du yoga ou faire de la méditation, aujourd'hui, les gens sont investis dans ce genre de prise en charge. Et moi, je ne décorrèle pas ça de la médecine. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est une médecine alternative, c'est juste un moyen d'accompagner la santé globale des personnes. Et le tout, c'est juste de tout comprendre et tout intégrer dans, dans, le- dans le même bulle schéma de pensée de la santé des personnes. Ouais, on parlait avec Pierre Duchesne de la Motte, docteur Duchesne de la Motte qui est du côté du sud-ouest, et sur la notion de performance et de santé, de sport, oui, de santé, pardon. Et bah, toi, pareil, tu associes, quand on t'écoute, tu parles beaucoup de performance, tu parles beaucoup de santé, alors même que tu parles aussi beaucoup d'amateurs et voilà, de sportifs amateurs. Et je trouve intéressant de voir que les nouveaux médecins du sport ont cette notion de performance d'un point de vue optimisation des sportifs d'un point de vue global. Eh ben, si tu veux, je pense qu'il y a des choses qui viennent, oui, du sport de haut niveau, mais aussi pour moi
de l'entrepreneuriat, ou quand tu es dans un milieu entrepreneurial, tu es obligé de te fixer des objectifs. Voilà, que tu les atteignes ou que tu les atteignes pas, l'important c'est, enfin, il faut se fixer des objectifs et essayer d'être performant pour atteindre ces objectifs. Et comment tu te mets dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on a été beaucoup éduqué dans le milieu de la santé à des obligations de moyens, mais pas d'obligations de résultats. Et de se dire finalement, OK, on fait quelque chose, mais c'est pas grave finalement si on n'y arrive pas. Euh, c'est des choses avec lesquelles j'ai des notions qui sont euh, pas complètement fausses, mais avec lesquelles je pense que j'ai du mal à me dire que de rester justement limité à cette partie-là. Pour moi, il faut qu'on arrive à se donner des objectifs. Il y a toujours la question aussi, et des gens qui prônent cette partie d'obligation de moyens, euh, de se dire oui, mais il y a ce rapport à l'éthique avec le médical. Si tu es trop du côté de la performance, ça peut inciter les médecins à avoir des comportements comme le dopage ou Mm. faire prendre des risques à des patients plus que nécessaire. Je pense que c'est vraiment infantiliser les médecins et les patients que de réfléchir comme ça. Aujourd'hui, il y a la manière de penser, elle doit toujours être axée autour du sportif. Le tout, je pense, d'être honnête avec les risques et les bénéfices qu'on peut amener. Et ça, je pense que c'est notre rôle. Mais par contre, de chercher à être à la limite du risque pour être à la performance chez un athlète de haut niveau ou chez un amateur, comment pousser le bouchon pour qu'il puisse, je parle d'une personne qui a une maladie chronique, comment pousser le bouchon pour qu'il puisse se mettre en activité et démarrer une activité et se donner des objectifs de ce côté-là, sur tout l'ensemble de l'échelle, je pense que cibler des objectifs et cadrer les choses, c'est quelque chose d'hyper important. Et pour moi, c'est des critères qui sont finalement des critères de performance. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera LeBron James ou Michael Jordan, mais par contre, de dire à ton niveau, comment tu peux être ton propre LeBron James ou ton propre Michael Jordan, comment tu peux optimiser les choses de ton côté. Et parfois, être son propre LeBron James quand on s'adresse à quelqu'un qui vient d'avoir un cancer du sein et qui a toujours été sédentaire toute sa vie et qu'on lui dit bah, tu vas diminuer de 30% ton risque de récidive si tu fais du sport, être son propre LeBron James, c'est peut-être avoir une pérennisation de son activité physique en fait. Et comment tu mets en place cet objectif-là chez lui? Hmm, ouais, exactement. Et tu parlais de la notion de dopage, où on peut dire que certains ont peur de ce risque-là. Je suis d'accord avec toi que c'est sûrement d'infantiliser les médecins du sport et le staff médical d'un point de vue large. Parce que moi, il y a un truc qui me choque, même si parfois je crois que c'est fait un peu de manière détournée, mais c'est vrai que les staffs médicaux, normalement, ne sont pas sujets à avoir des primes lorsque les équipes gagnent. Et alors même que tu fais partie d'un ensemble, d'un groupe, à un pourcentage donné, mais finalement, comme le coach, prépa physique et que sais-je, où ils ont un pourcentage de réussite, enfin de lien avec la réussite, qui est somme toute très compliqué à, à quantifier. C'est ça que je veux dire, quoi. Ah, clairement, ça fait partie des discussions, je pense, au travers des fédérations. Et aujourd'hui, ça donne plus un sentiment d'incompréhension, je pense, du staff médical et d'exclusion du staff médical de la réussite. De la même manière, je pense on doit être solidaire dans la réussite comme dans l'échec. On parlait Mhm. tout à l'heure comment on peut améliorer, optimiser les choses de la santé en équipe de France. Toutes ces choses-là, travailler sur la récupération, travailler sur ces aspects-là, c'est des choses qui vont aider à la performance. Et ça, c'est sûr. Travailler sur les douleurs de tendons d'un joueur, s'il a moins mal, il sera plus performant. Son esprit ne sera pas fixé sur le sur la douleur, mais il sera fixé plutôt sur le jeu et sur la performance. Donc, on sait qu'on participe à tout ça. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, il n'y a pas de doute, mais effectivement, on est exclu des récompenses.
Et je vais parfois jusqu'au bout. Dans certaines, il y a la prime qui est la partie financière parce qu'il y a effectivement des sacrifices des professionnels de santé aussi quand ils viennent même si bien sûr c'est un plaisir et que voilà, on est passionné, donc partir 6 semaines avec une équipe nationale, c'est intéressant, mais quand on a son cabinet, son activité à côté, et voilà, le lien à la famille, etc., ça fait partie aussi des sacrifices qu'on fait pour être là et qu'on accepte pour être là. Sauf que, on exclut de la récompense et et parfois dans certaines compétitions, il n'y a pas non plus de médaille pour les soignants. Donc, avoir un titre ou gagner une récompense, voilà, tu dis bah oui, j'étais là, mais en même temps, voilà, j'ai pas la petite cerise sur le gâteau. Même si encore une fois, je pense que ces histoires autour de la performance, sur la réflexion sur le dopage et sur la partie éthique, je pense que chaque praticien a développé son éthique au cours du temps. Il a sa propre éthique et quelqu'un qui a envie qui a envie d'être dans le dopage demain, qu'il y ait une récompense ou pas, il le fera. Et quelqu'un Mm. qui n'a pas envie d'être et qui a son libre arbitre, Mm. pareil, il le fera. Et de se dire qu'on est influencé et influençable par ce genre de choses, j'ai du mal à le croire sur une compétition parce que on reste avant tout des professionnels de santé. Je pense que dans nos métiers, euh, ce sont des vocations et de renier ta vocation ou de pas être en accord avec toi-même en faisant des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs ou de ta manière de voir les choses, euh, je pense que finalement, ça te fait plus de mal à toi de te dire que que tu passé une limite. Et c'est là où tu t'exposes à avoir du burn-out et à exploser Mm. derrière en plein vol parce que tu n'es plus en accord avec tes valeurs et tu n'es plus en accord avec ce pourquoi tu as démarré ce métier et pour lequel tu as fait, en tout cas en ce qui nous concerne, quasi 10 ans d'études, quoi. Ouais, Donc carrément. tu dis, tu passes 10 ans de sacrifice d'études pour avoir un diplôme que tu renies sur ce genre de choses-là. Donc, certains sont à l'aise avec ça et voilà. Alors, je dis certains, mais aujourd'hui, j'ai pas de profil parce que c'est vrai que j'en connais pas. Peut-être que j'en connais qui le font, mais en tout cas pas de manière ouverte. Mais j'ai du mal à imaginer que tu puisses bien dormir le soir et que tu sois en accord avec toi-même en faisant ce genre de choses-là, quoi. Mm, mm. Exactement. En tout cas, c'était top de remuer tout ça. Je trouve que ça apporte à beaucoup de réflexion. Donc, merci à toi. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? J'ai pas de nom précis à te dire, mais si on doit ouvrir, quelqu'un plutôt qui soit autour de la médecine ayurvédique, quelqu'un qui soit autour des axes ou de la fasciathérapie. C'est peut-être des choses que tu as déjà eues, mais autour du lien sur ces aspects-là, ou quelqu'un qui travaille sur l'hypnose ou des choses comme ça, des choses un peu plus ouvertes et un peu Mhm. plus indirectes ou la sophrologie, un peu plus indirecte avec ce qu'on a l'habitude de voir sur la santé et la performance. Donc, je pense que ça peut être intéressant toujours de mettre ça au service de la performance de la santé. Ok, bah écoute, parfait. Merci beaucoup. Euh, Geoffrey, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, merci, enchanté d'avoir participé au podcast. Et surtout, ben voilà, la santé, encore une fois, c'est quelque chose pour moi de multidimensionnel. Il n'y a pas qu'un seul axe, et il faut pouvoir travailler sur tous les axes. Et voilà, donc je sollicite toutes les bonnes volontés à participer à ce mouvement-là et à continuer à développer la médecine du sport dans son ensemble. Bah, parfait. Merci beaucoup à toi, Geoffrey, pour ton partage et toute ton expérience. Merci aussi bah, voilà, d'être présent parce que tu es en ce moment même en rassemblement avec l'équipe de France. Donc, je te prends un petit peu de ton temps et c'est top que tu aies accepté notre échange.
Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires sur Instagram, LinkedIn, etc. N'oubliez pas que vous pouvez le faire aussi sur les plateformes de podcast, ce qui aide au référencement de celui-ci. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!